Et bienvenue pour cette vidéo. Je m'appelle Jules Christian, je suis juriste et développeur et directeur de DeepFab. Euh, et comme d'habitude, ce mercredi matin, nous allons parler d'un sujet complètement blockchain et juridique. Je vous remercie de me suivre. Je vous invite à vous abonner si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne-là, ou sinon, c'est pas la première fois que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour agrandir la communauté. Nous sommes 117. Faisons en sorte de passer d'ici la fin du mois, demain, à au moins 200 personnes. S'il vous plaît. Voilà. Et aujourd'hui, on va continuer notre série. Là, on est vraiment en train de bosser sur la vulgarisation de la smart contractualisation. Euh, Rappel très très important, ce vendredi, on va bosser ensemble avec, on aura le live LinkedIn avec Maître Kessi sur, oui, sur LinkedIn, live LinkedIn, où on va parler d'un sujet encore très peu évoqué dans l'univers juridique, qui est les fournisseurs de données dans la blockchain. Vous savez, il y a au moins deux types de données dans la blockchain. Il y a ce qu'on va appeler les données classiques ou dormantes, entre guillemets, je puis ainsi les appeler. Ce sont des données de transaction généralement, c'est j'envoie à X tel montant de crypto-monnaie où j'en reçois. Et il y a des données dites vivantes. Et ces données-là sont principalement fournies par ce qu'on va appeler des oracles, des fournisseurs extérieurs. Pourquoi oracle? Bien parce qu'un oracle, c'est quelqu'un qui prédit. Euh, pour ceux qui ont fait beaucoup de latin et de grec, je parle de la langue latine et de la langue grecque, ils se souviennent bien de l'oracle de Delphes qui prédisait euh, l'avenir. Et donc, le terme oracle dans le sens de la blockchain, c'est une entité, ça va être une personne, ça va être un nœud qui va littéralement fournir des informations liées à un sujet bien précis. Et ces informations fournies doivent, sont censées être vérifiées, certifiées par le fournisseur. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des défis juridiques et réglementaires de la smart contractualisation. On va parler de ces enjeux, les perspectives pour les législateurs et les régulateurs. Déjà, première grosse nouvelle, c'est que le 20 avril, MiCA a été officiellement adopté. Ça, c'est génial. On commence, c'est un bon début. Alors, je pense que je vais augmenter la puissance de, euh, de la lumière. Je m'excuse un petit instant. Je reviens. Et donc, comme je le disais, MiCA a été adopté le 20 avril. On va avoir une période où on fera une sorte d'adoption progressive, probablement beaucoup de formation. Euh, mais en attendant, MiCA, c'est juste euh, je pense qu'on n'a même pas encore vu le début de. Enfin, c'est vraiment le début du début de la régulation de la blockchain et de ses différents instruments. De l'autre côté, au niveau de la SEC, eh bien, le responsable de la SEC a été, entre guillemets, si je puis ainsi le dire, démonté par la chambre bipartisane aux États-Unis, démocrates et républicains, principalement par les républicains, sur sa gestion que moi personnellement je trouve très calamiteuse de l'univers crypto aux États-Unis, sachant que ce qui se passe aux États-Unis influence énormément une grande partie du monde de la blockchain et des DLT dans son ensemble, que ce soit, comment on appelle, que ce soit au niveau du financement, que ce soit au niveau des builders, builders
C'est un peu, si vous voulez, les constructeurs, entre guillemets, de tout ce qui est produit blockchain DLT. Donc, la smart contractualisation, les défis juridiques et réglementaires qu'on a. Alors là, on parle des défis juridiques et réglementaires de la smart contractualisation. Ce n'est même pas une question, on ne parle pas de la blockchain. On parle vraiment de la smart contractualisation. Or, quand on regarde Mika, Mika littéralement va s'appliquer à des smart contracts, à des résultats de smart contracts. Par exemple, quand on regarde le token, le ERC20, c'est un résultat de smart contract qui fait ce token ERC20. Ce n'est pas le smart contract en lui-même. Voilà. Donc là, on va parler réellement de ce qu'on pourra peut-être dans l'avenir, dans un avenir. Donc, si vous me voyez dans 50 ans et que je ne suis pas vivant, ça peut arriver, rappelez-vous qu'il faut qu'on parle, enfin je sais pas, on parlera probablement de ce qu'on pourra appeler le droit de la smart, enfin, oui, le droit de la smart contractualisation, ou alors, moi je l'appelle la tokenex. La tokenex, quand je la définis, c'est l'ex token. L'ex token dans le sens de le droit du token. Voilà. Et donc dans cette ou dans ce, je n'ai pas encore défini si c'est masculin ou féminin, dans cette tokenex, ça sonne beaucoup plus joli. Voilà. On a développé une formation tokenex que je vais probablement vous partager avec vous. Je ne sais pas si je vais le faire dans son entièreté. Honnêtement, j'aimerais bien, mais je ne suis pas sûr d'avoir le temps de le faire dans son entièreté. Donc, je pourrais peut-être partager avec vous certains petits éléments que je trouverai pertinents. Donc, Tokenex, c'est en relation, entre autres, avec Mika et les autres lois autour de la régulation crypto. Voilà. Donc, dans une cinquantaine d'années, on va probablement parler du droit des smart contracts et des obligations, et non plus simplement du droit des contrats et obligations. Et moi, j'aimerais qu'on parle du droit des smart contracts et obligations ou tokenex. Et là, ce serait génial. Voilà. Donc, en introduction, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, la smart contractualisation, elle est prometteuse. Elle est follement prometteuse. Je discutais il y a 2 jours avec un notaire, on peut ainsi l'appeler, et quand il a découvert le monde de la de la smart contractualisation, je pense qu'il y a des portes qui se sont ouvertes dans sa tête quand il a compris la puissance de cet outil-là. Donc, cette smart contractualisation va soulever énormément de questions et surtout des défis juridiques et réglementaires pour les législateurs et les régulateurs. Donc, notre job durant cette courte vidéo, c'est de pouvoir explorer les enjeux clés et les perspectives pour ces acteurs qui doivent d'une part naviguer dans un paysage en constante évolution, je ne vous l'apprends pas, et essayer de trouver un équilibre entre ce qui existe déjà et l'innovation qui vient. Comment est-ce qu'on gère les deux sans causer du tort à l'un ou à l'autre? Comme par exemple, pour éviter justement ce qu'a fait récemment le représentant de la SEC qui a super mal géré jusqu'alors le monde de la blockchain. Voilà. Donc, on a déjà, au moins en termes de protection du consommateur et de la protection de l'investisseur, on a au moins une personne, enfin, on a déjà une première régulation qui est Mika. On va revenir dessus, comme je vous ai dit, dans mon cours sur la tokenex. Donc, parlons d'abord des enjeux juridiques et réglementaires. Parmi ces enjeux juridiques et réglementaires, nous avons un certain nombre d'éléments que je vais citer. D'abord, nous avons la reconnaissance légale des smart contracts,
pour lequel il va falloir s'asseoir et discuter. Nous avons l'article 30 de la Data Act qui est en train d'être préparé au niveau de l'Union européenne, qui propose qu'il y ait une fonction qui permette de kill, de tuer, ou en gros d'arrêter le fonctionnement d'un smart contract. Quand j'ai lu l'article, c'est l'article 30 de la Data Act, j'ai bugué pendant un demi-seconde parce que même jusqu'alors je bug comme vous le voyez, parce que je n'arrive pas je ne capte pas. Pourquoi? Pourquoi a-t-on besoin d'avoir une fonction kill pour arrêter un smart contract alors qu'on peut faire mieux? On n'a pas besoin d'arrêter un smart contract. Par contre, on peut arrêter une transaction au sein d'un smart contract. Ça, on peut faire en sorte qu'il y ait un smart contract à côté qui permet de gérer ce genre de situation. Ça peut être des smart contracts que nous appelons des escrocs. Escrocs en anglais, E-S-C-R-O-W. Ce sont des smart contracts intermédiaires qui peuvent gérer ce genre de situation. Ça veut dire, je prends un exemple. Vous voulez vendre votre voiture et je suis l'acheteur et nous convenons que je vais vous payer pour votre voiture 30 000 euros. Disons que c'est une voiture super rare, enfin une voiture de collection. Je ne suis pas sûr qu'une voiture de collection coûte 30 000 euros, je prends juste un exemple. Donc on s'entend sur le fait que dès que je dépose les 30 000, eh bien vous me remettez la clé. Par contre, on s'attend qu'il y ait une période, par exemple, de 1 ou 2 jours, ou bien une semaine, ou bien un mois, ça va dépendre, durant laquelle je vais prendre bien sûr toutes les précautions nécessaires, les assurances, etc., etc., pour tester la voiture. Et donc, durant cette période-là, par exemple, on peut s'entendre sur le fait que les 30 000 que j'ai déposés, que je vous ai envoyés via Smart Contract, vous ne les receviez pas tout d'un coup, mais que vous les receviez graduellement au fur et à mesure que je teste le bon fonctionnement de la voiture. Et donc, ça peut être, vous recevez tout d'un coup la moitié, donc 15 000, et ensuite, au bout de 2 semaines, vous recevez la moitié des autres 15 000, au bout d'un mois, vous recevez l'autre moitié. Et ça ne va pas être géré par un avocat, ça ne va pas être géré par un huissier de justice, un tiers de confiance. Non, ça va être automatiquement géré par le smart contract, par ce smart contract intermédiaire. Vous comprenez le degré d'avancement dans laquelle la smart contractualisation nous amène en termes de contrat entre personnes. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Donc, il va nous falloir qu'il y ait une reconnaissance légale. On a donc l'Union européenne avec la Data Act qui essaie de commencer de réfléchir à une forme de régulation du fonctionnement de ce smart contract. Mais également, nous avons la Banque de France via son agence, si je ne me trompe pas, ACPR. Alors, je m'excuse si je fais une erreur du nom. Ouais, ça va être difficile. Je voulais le trouver, mais je préfère qu'on continue la vidéo. À la limite, je vous mettrai les ressources, les différentes ressources, comme ça vous pourrez aller les lire et vous faire votre avis et pourquoi pas faire pas mal de commentaires, comme ça on pourra discuter des avenirs possibles. Voilà. Donc, cette agence qui est auprès de la Banque de France se posait la question à savoir comment est-ce qu'il faut gérer cette histoire de smart contract. Donc, ils ont mis en place, ils ont sorti un document que l'on peut aller lire, étudier, et pourquoi pas, à partir d'un certain niveau,
euh, commenter pour faire des propositions. Et je pense que parmi les propositions qui vont sortir, alors je n'ai pas pris le temps d'aller faire le commentaire et donner mon avis, mais je pense qu'il y a des gens assez compétents sur le sujet. Je verrai si j'ai le temps, je donnerai mon avis. Euh, qui est que mon avis à moi, c'est qu'il faut que on ait une sorte d'agence équivalent à la CNIL qui aura pour job principalement de pouvoir à minima certifier les différents smart contracts qui seront présentés par euh, les entités qui vont se lancer justement dans la smart contractualisation. Sachant que il faut que ça soit très clair, chaque communauté blockchain a pris les mesures ou prend les mesures aujourd'hui pour commencer d'abord par certifier en interne au sein de la communauté le processus de création d'un smart contract sous forme de standard. C'est ainsi que vous trouverez au niveau de la blockchain Ethereum énormément de standards qui ont d'ailleurs sur lesquels les autres blockchains s'inspirent pour créer, pour développer leur propre forme, enfin, pour développer leur propre standard. Donc, ça s'appelle des ERC. Et donc, parmi eux, nous avons le plus connu, c'est le ERC20 qui permet de faire ce qu'on appelle des ICO. Un autre qui est extrêmement connu, beaucoup plus connu d'ailleurs que le ERC20, c'est le ERC721, que nous appelons communément NFT. Et on peut encore parler d'une autre forme de NFT qui est très peu connue parce que si on n'est pas vraiment dans la technique et qu'on ne s'y intéresse pas, on ne verra pas la différence. C'est le ERC 1155 qui permet en même temps d'émettre des tokens qui peuvent servir à faire des ICO, donc qui permettent d'émettre des ERC20 et en même temps qui permettent d'émettre des tokens NFT, des ERC721. Voilà. Donc, la Banque de France aujourd'hui se pose la question de comment est-ce qu'il faut, quel comportement il faut avoir. Pour moi, il est très clair, le comportement qu'il faut avoir, c'est qu'il faut mettre en place une agence qui va certifier les standards que chaque communauté blockchain sorte. Ça va être beaucoup plus facile. Parce que si c'est une agence qui va sortir, qui va se mettre à vouloir certifier tous les smart contracts de toutes les blockchains, ils ne vont pas survivre. Ils ne vont pas survivre. C'est un travail démentiel. On a OpenZeppelin qui le fait. Voilà. Ensuite, après la reconnaissance légale, nous avons la responsabilité. Alors, le gros souci, c'est qu'on a des contrats, des smart contracts qui sont automatisés et qui fonctionnent sur un réseau décentralisé. Et la question de la responsabilité en cas de litige ou de non-respect des obligations contractuelles peut être complexe à résoudre. Et donc, il va falloir déterminer un certain nombre de règles applicables en matière de responsabilité, ça c'est un, et des mécanismes de résolution des litiges pour les smart contracts ou bien pour l'usage des smart contracts. Allons-y pas à pas. D'abord en matière de responsabilité. Aujourd'hui, la question se pose à savoir, si par exemple on a un smart contract qui déraille, qui est responsable? Est-ce que c'est le développeur qui l'a écrit ou alors c'est l'entreprise qui l'a mis à disposition des utilisateurs ou alors c'est aussi les validateurs de transactions, les deux. Difficile de pouvoir avec certitude dire qui est responsable.
Est-ce qu'on va partir comme dans dans le RGPD sur les termes de traitant et sous-traitant? Je ne suis pas sûr, ça va être difficile de s'appliquer. Si le validateur qui a validé la transaction se trouve quelque part aux États-Unis, est-ce que euh, une entreprise française qui a, qui a été flouée va déposer une plainte contre ce validateur? Non, lui n'a fait que son job de valider. La question va se trouver entre celui qui a écrit le smart contract et celui qui l'utilise. Et les mécanismes qui auront été mis en place pour définir beaucoup plus facilement le responsable. Et la deuxième étape, justement, pour régler les litiges, eh bien, il faut mettre en place, quand on a un souci technique, il faut également mettre en place des solutions techniques. Quand on a un souci juridico-technique, il faut mettre en place des systèmes de résolution juridico-techniques. C'est pour ça qu'on a, par exemple, en termes de résolution en matière de smart contracts, des solutions comme Kleros. Kleros qui est un système de résolution de litiges sur la blockchain. Et je vous enverrai, je mettrai également son, euh, son lien dans la description. Ensuite, on va aller un peu plus rapidement. On a déjà 20 minutes, plus de 22 minutes. Confidentialité et protection des données. Alors, ça vient directement au niveau du RGPD. Les smart contracts stockés sur la blockchain publique peuvent soulever des problèmes de confidentialité, je suis d'accord, et de protection des données. Je suis également d'accord. Peuvent soulever, pas nécessairement ne soulèvent pas. C'est ça la petite différence. Les régulateurs doivent veiller à ce que les exigences en matière de confidentialité et de protection des données soient respectées en tenant compte des spécificités de la technologie blockchain et des DLT. Ça, c'est super important. Et là, je vais m'adresser spécifiquement au DPO. Le mode de fonctionnement de la blockchain n'a rien à voir avec le mode de fonctionnement d'une base de données Web 2. Toute la technicité du RGPD est basée sur le mode de fonctionnement d'une base de données Web 2, d'une base de données centralisée, d'une base de données dont la responsabilité est entre les mains d'une entreprise bien définie. Donc, si vous voulez faire du RGPD, il va falloir mettre à jour vos connaissances en matière de décentralisation de la donnée. Blockchain. J'ai discuté très récemment avec une chargée de DPO dans un gros cabinet d'avocats. Et ce qui m'a étonné, c'est que elle n'était pas encore au fait des différences entre une base de données centralisée et une base de données décentralisée. Et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que je suis sûr et certain que beaucoup de cabinets d'avocats, beaucoup de départements juridiques vont traiter des données blockchain comme ils traitent des données qui proviendraient d'une base de données centralisée. C'est anathème. On a besoin d'une sorte de RGPD pour blockchain. Même si on met des amendements au RGPD, ça va être colmaté purement et simplement un trou, mais sans le guérir. Il faut une forme un règlement RGPD pour blockchain. Parce que la logique et l'idéologie de la blockchain, des bases de données blockchain, est complètement différente de la logique des bases de données centralisées. Bien.
Ensuite, on a une question de régulation du secteur DeFi. La dernière fois, on a parlé beaucoup de la DeFi, de la finance décentralisée. Donc, je ne vais pas y revenir. Je pense que on n'en a pas pour aujourd'hui ni demain. Ça va prendre, c'est une question qui va prendre des années pour être, euh, pour qu'on puisse accéder à une forme de régulation, parce que ici, il faut qu'on se rende compte que quand on parle de DeFi, ce n'est pas que tout ce qui a valeur purement économique. Non. Rappelez-vous très bien. La DeFi est basée sur le token. Or, le token est la représentation numérique d'une valeur. Or, on n'a pas défini quel type de valeur. Est-ce que c'est une valeur statutaire ou bien c'est une valeur économique? Lorsque je parle d'une valeur statutaire, c'est par exemple l'identité. L'identité, par exemple, de Snoop Dogg. Pardon, de Snoop Dogg. C'est l'identité de Rihanna. Cette identité, quand bien même est statutaire, a de la valeur économique et peut être un instrument qui sera utilisé dans la DeFi, comme une sorte, par exemple, de collatéral. Combien va coûter un NFT Bored Ape détenu par Snoop Dogg ou Rihanna ou Beyoncé? Si je détiens 0,001% de ce NFT et que ce NFT est utilisé dans une publicité lors du Super Bowl ou bien de la Coupe du Monde, je vais toucher des royalties. Et ça, il va falloir le gérer du point de vue de la DeFi. Et ça, c'est littéralement ce que nous appelons aujourd'hui, comme vous pouvez le comprendre, l'économie statutaire. Ensuite, nous avons ce que nous allons appeler l'économie, le token économique. On avait, j'espère n'avoir pas dit l'économie. Alors, ok, j'ai dit l'économie statutaire. On va s'arrêter sur, on va rester avec l'économie statutaire. Je vais ajouter l'économie, plutôt la tokenomie statutaire. Voilà, tokenomie statutaire. Maintenant, tokenomie financière. Tokenomie statutaire pour tout ce qui est identité ayant une valeur. Bored Ape, de Snoop Dogg, de Beyoncé. Tokenomie financière. Alors, quand je dis tokenomie, c'est la combinaison de tokens et d'économie. Et donc, de l'autre côté, on va avoir cette économie financière du token, enfin, cette économie du token, ou alors ce que j'appelle encore l'économie financière du token, ou bien la tokenomie financière. J'espère ne vous avoir pas perdu. Et donc, cette économie financière, c'est par exemple Compound, c'est par exemple MakerDAO. C'est tous ces instruments financiers qui sont désormais tokenisés. Ça peut être de l'immobilier tokenisé. Donc, si c'est tokenisé, c'est que c'est fractionnable. Si c'est par exemple, si on utilise le ERC 20, ça peut être fractionnable jusqu'à 10 puissance moins 18. Donc, acheter l'équivalent de 10 puissance moins 18 part d'un appartement. Ça peut être juste démentiel. Et ça va être démentiel.
Vu que nous sommes en train de construire ce monde-là. Vous comprenez? Donc, quand on est en face de cette économie-là, donc de cette tokenomie financière, eh bien, c'est également de la DeFi. Tokenomie statutaire, avec tout ce qui est Bored Ape et autres, identité à forte valeur ajoutée. Là, j'ai parlé de Bored Ape avec Snoop Dogg, Beyoncé, etc. J'aurais pu parler de Barack Obama, j'aurais pu parler de Macron. Voilà. Il y a certains noms, quand on les entend, on sait qu'ils peuvent débloquer des situations et également des situations financières. Et de l'autre côté, cette fameuse économie, cette fameuse tokenomie financière qui lui est basée sur des actifs principalement liés aux espèces sonnantes et trébuchantes. Donc voilà. Ça, c'est la partie régulation du secteur DeFi. Donc, on pourra revenir dessus et entrer en profondeur. Vous allez voir, c'est juste passionnant. Ensuite, KYC AML. Eh bien, on ne va pas trop s'étendre sur le sujet. On a eu MiCA qui est entré en vigueur. Qui a été adopté. Et donc, avec MiCA, il y a un autre petit... ça s'appelle, si je ne me trompe pas, TFR. J'ai complètement oublié. En adoptant MiCA, il y avait à côté une petite loi qui permettait justement de faire une accroche sur la partie lutte contre le blanchiment d'argent et mise en place du KYC. Voilà. Donc, au niveau en tout cas de l'Union européenne, je pense que c'est quelque chose qui commence à se régler très très vite. Et même au niveau mondial, on est vraiment super à penser dessus. Alors, ça c'est la partie vraiment des enjeux juridiques et réglementaires que je vois actuellement. C'est pas les seuls, ils sont nombreux, mais ça ce sont les principaux que j'ai voulu aborder dans cette vidéo. Donc maintenant, perspective pour les législateurs et les régulateurs. La première des perspectives, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une coopération internationale qu'on ne voit pas encore. Et ça me fait à la fois crier de joie et frémir. Parce que je viens d'une culture africaine, j'ai fait une partie de mes études en Russie, j'ai fait une deuxième partie au sein de l'Union européenne. Ça fait 3 cultures juridiques qui n'ont rien à voir en commun. Donc, aujourd'hui, je suivais une vidéo du ministère de l'économie de Bruno Le Maire où on parlait entre autres de la mise, de la discussion des accords de Bretton Woods. Il faut que ça se fasse rapidement. Parce que si ça ne se fait pas rapidement, on va avoir une grosse pagaille. Une vraie grosse pagaille. Donc on a besoin de coopération internationale parce que les smart contracts, ils se fichent de savoir qu'ils sont en Chine, aux États-Unis, en Amazonie, à Libreville, à Douala, à Cape Town. Ils vont fonctionner qu'on le veuille ou non. Donc on a besoin d'un Bretton Woods 3.0 pour pouvoir mettre sur pied les fondements ou les bases d'une finance, d'une monnaie du 21e siècle. Décentralisée et qui respecte toute l'idéologie blockchain. Bon, je sais que ça n'arrivera pas, mais au moins on peut rêver aussi grand et aussi longtemps qu'on le veut. Le deuxième élément, c'est de l'éducation, de la sensibilisation. Et ça, nous le faisons déjà, vous et moi. Je vous nourris de ce que je sais. Après une petite expérience d'un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai eu la chance de commencer en 2011. Il y en a qui ont eu la chance de commencer un peu plus tard que moi. Il y en a qui ont eu la chance de commencer un peu plus tôt que moi.
Il y en a qui ont eu la grâce de créer tout le système. Voilà. On est complémentaires, on se nourrit mutuellement. Euh, donc, mais voilà, je pense que dans un premier cas, il faut que les législateurs et les régulateurs se fassent éduquer sur ces sujets en profondeur, qu'ils aient euh, euh, des conseillers qui comprennent vraiment la profondeur du sujet. Que ce soit des conseillers qui sont passionnés par le sujet. Ça va être par ce seul moyen qu'on va avoir euh, une réglementation juste, honnête et qui permette de faire évoluer tout le système monétaire mondial, régional et local. Ensuite, approche équilibrée. Bon, la blockchain, c'est une innovation. Et c'est encore fou parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas encore ce qui leur est tombé sur la tête ou ce qui nous est tombé sur la tête. Et je suis heureux d'avoir été aussi longtemps dans cet écosystème. Et je suis heureux de le maîtriser aujourd'hui à un tel point que je peux vous en parler aussi facilement. Mais je pense que Gensler, le responsable de la SEC, nous a vraiment montré les conséquences d'une personne, d'un responsable qui ne maîtrise rien du sujet. Faire fuir des géants comme Coinbase, participer à une fraude comme FTX, ça devait être fait par quelqu'un qui ne comprenait absolument rien de ce nouveau monde qu'on est en train de construire. Et c'est pour ça qu'à chaque fois je dis ceci, on ne met pas du vin nouveau dans de vieux outres. Ça finit par exploser. Et la semaine dernière, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, ça a été le cas avec Forge, la startup blockchain de Société Générale. Si vous ne maîtrisez pas un sujet, je sais que derrière, il y a un orgueil personnel, mais mettez-le de côté et appelez des gens qui ont l'expérience, qui ont un petit bout de sagesse sur ces sujets pour ne pas faire des bourdes comme celle qu'on a vue avec Forge et ses smart contracts. On ne vous en voudra pas, on ne vous en veut pas. C'est juste qu'on veut éviter qu'il y ait autant de scandales qui, à chaque fois, tâchent les uns et les autres. Ce n'est pas Société Générale seule qui a été tachée, mais c'est également tous les techniciens qui ont travaillé derrière ce projet qui ont été tachés. Voilà. Donc, on vient un peu de mots en presque 40 minutes. Enfin, je pense qu'on ira jusqu'à 42, j'espère bien, maximum 45 minutes. Voilà, de voir ce sujet du jour qui est les défis juridiques et réglementaires de la smart contractualisation, enjeux et perspectives pour les législateurs et les régulateurs. Donc, qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Eh bien, les défis juridiques et réglementaires de la smart contractualisation représentent un enjeu crucial pour ce siècle et pour probablement les 10 siècles à venir. Et c'est à la fois un défi pour les utilisateurs, c'est à la fois un défi pour les régulateurs et les législateurs. Donc, il est essentiel, et ça je ne vais cesser de le répéter, de trouver un équilibre entre la promotion de l'innovation technologique, qu'est la blockchain, que sont les différentes DLT, et la protection à la fois du consommateur, des investisseurs et des marchés financiers. Donc, on aura besoin pour encore jusqu'à la fin du siècle, selon moi, une approche coopérative, une approche flexible, une approche bien informée pour relever les défis de ce
nouveau monde dans lequel nous rentrons, qui est un monde décentralisé, qui est un monde où forcément une part ou la totalité des fonctions de certains tiers de confiance qui jusqu'à aujourd'hui étaient centraux vont disparaître ou seront tout simplement happés par la magie de la blockchain. Donc nous avons le devoir de recréer de nouveaux mondes et c'est ce que nous sommes en train de faire en tout cas chez DeepFab. Nous avons le devoir d'être responsables et de créer un monde durable pour les générations à venir via la smart contractualisation, via la blockchain et toutes les autres technologies associées. Voilà, un peu de mots, voilà ce que je voulais vous livrer comme message. Je vous remercie énormément pour votre attention. Je sais que je fais pour le moment de longues vidéos, j'essaierai de les raccourcir avec le temps, mais là pour le moment, voilà, tant que j'ai du temps, je vais produire du contenu pour nourrir vos esprits et être nourri par vos commentaires et vos retours. Donc, une fois de plus, si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, eh bien, je vous demande de vous abonner, je vous demande de partager la vidéo, je vous demande d'inviter vos collègues, vos amis à la regarder parce que vous soyez entrepreneur, que vous soyez consommateur, que vous soyez fonctionnaire, que vous le vouliez ou non, et ça je parle d'un point de vue franc, cette technologie, elle va vous toucher. Vous avez devant vous plusieurs types de technologies, en plus de l'intelligence artificielle générative. Vous avez la blockchain. Donc, faites-vous-en le maître plutôt que de devenir, de les subir. Voilà ce que je voulais dire. Donc, merci beaucoup. Et je m'excuse d'avoir regardé de temps à autre à gauche et à droite. Je vais faire en sorte de ne plus être énormément dérangé. Bon, voilà. Nous sommes en train de construire la communauté. Tout n'est pas parfait et je ne veux pas faire en sorte que tout soit parfait, tout soit nickel. Voilà, c'est un échange entre vous et moi, c'est une communion. Et je préfère le faire toujours dans cet état d'esprit plutôt que de faire quelque chose hors sol où vous ne ressentez pas ce que je vous envoie et où je ne ressens pas ce que vous m'envoyez. Vos retours sont très précieux. N'hésitez pas également à m'en faire. Je vais faire en sorte que cette vidéo soit également en live sur LinkedIn pour, disons, peut-être la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, je vais voir comment faire en sorte d'automatiser certaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi et à vendredi pour notre live. Ciao.